avant de vous présenter un peu la conférence et puis Madame Sandrine Mansour, la chronologie que vous avez sous les yeux, elle a été réalisée par M. Dominique Vidal et elle est bien évidemment disponible sur le site de la FTS. Donc voilà, c'était juste une précision. Et avant d'aborder donc quelques questions un peu thématiques comme celle concernant les prisonniers, la solution à un ou deux États ou encore la colonisation, il nous est paru indispensable, si ce n'est obligatoire, de commencer notre cycle de conférences annuelles par une conférence introductive concernant l'histoire du conflit israélo-palestinien, puisque pour beaucoup d'entre nous encore, on a à l'esprit un conflit complexe, flou, lointain, voire même déconnecté de nos intérêts. Ce qui a pour conséquence d'ailleurs que très peu de personnes se positionnent concernant ce conflit, voire même n'osent pas prendre la parole par ce manque de connaissances et parce qu'ils estiment ne pas avoir la légitimité pour le faire. Alors pour approfondir, connaître ou encore apprendre davantage sur l'histoire de la question palestinienne, nous avons ce soir avec nous Madame Sandrine Mansour-Mérienne, qui nous fait le plaisir de faire cette introduction historique. Merci encore pour votre venue, Madame. Alors vous êtes historienne du monde arabe et en particulier de la question palestinienne, puisque vous avez soutenu votre thèse auprès de M. Lorenz, qui est, on peut dire, le plus grand spécialiste de la question palestinienne en France. Vous êtes par ailleurs chercheur au centre de recherche en histoire internationale et atlantique à l'Université de Nantes. Vous avez écrit plusieurs articles sur la question et vous venez de publier un livre qui s'intitule « L'histoire occultée des Palestiniens entre 1947 et 1953 », dans lequel vous placez, je pense que c'est votre contrôle, la Nakba au cœur des revendications palestiniennes et au cœur du conflit israélo-palestinien. Voilà. Donc ce soir, vous allez bien évidemment nous parler de cette histoire occultée, depuis la fin du XIXe siècle et donc le début du sionisme jusqu'à aujourd'hui, en passant bien évidemment en revue les dates clés du conflit que vous avez évidemment sous vos yeux dans la chronologie. Donc, vous avez une heure pour le faire. Et Jeanne, là, prendra par la suite les questions de la salle. Voilà, merci encore pour votre venue. La première de Dominique Vidal. Bonsoir, merci de cet accueil et puis merci aussi d'ouvrir le bal avec moi. J'ai essayé, donc c'est le challenge de faire pratiquement 100 ans d'histoire en une heure, mais bon, je vais en même temps vous amener dans ce voyage un petit peu historique, qui est d'autant plus important que cette histoire, effectivement, comme vous venez de le dire, est souvent méconnue, même par les gens qui ont l'impression de la connaître, et on continue parce que l'histoire, c'est toujours quelque chose qu'on doit continuer à écrire. Et on a la grande chance, c'est que les archives diplomatiques des différents États s'ouvrent au fur et à mesure. D'abord, il y a eu celle de l'État d'Israël, il y a les archives diplomatiques françaises, il y a les archives américaines, les archives anglaises. Et en fait, ça nous permet petit à petit de reconstituer avec précision ce qui s'est réellement passé. Et puis en même temps, c'est important aussi de reparler régulièrement de cette histoire parce que jusqu'à très récemment, en fait, il n'y a eu qu'une seule version de cette histoire. C'était la version officielle que l'État d'Israël donnait qui justifiait son projet sioniste et son emprise territoriale. Version qui a été reprise par beaucoup de pays occidentaux parce que ça permettait également de déculpabiliser par rapport à la responsabilité qu'ont eu les Européens, notamment par rapport au génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc on avait un déni total de cette histoire-là, quelque part, un déni de parole aussi aux Palestiniens. C'est aussi ce que j'ai aussi, que j'amène régulièrement dans mes travaux, c'est de redonner la parole aux historiens palestiniens de la même manière qu'on a donné la parole aux historiens, ce qu'on a appelé des nouveaux historiens israéliens. Alors c'est vrai que dans les manuels scolaires, jusqu'à très récemment, on faisait partir le conflit à partir de 1948, puisque ça correspondait à la date de création de l'État d'Israël, et donc la première guerre israélo-arabe. Et donc voilà, il y a eu une guerre, les conséquences de la guerre, une population s'est retrouvée exilée pour différentes raisons. La principale étant la principale évoquée par Israël, c'était de dire que les États arabes avaient appelé à leur départ. En réalité, le conflit est bien antérieur, puisque c'est un véritable projet idéologique bien réfléchi en amont, qui a été créé au XIXe siècle, le projet sioniste,
et qui, dès le départ, a tout à fait conscience de ce qui se passe sur le terrain, connaît les enjeux, connaît le fait que la population locale est importante et que la population locale a un rapport à la terre qui est très important puisque c'est une population à majorité agricole et que d'autre part, cette population ne se laissera pas faire. Et donc ça, on le sait aujourd'hui par ces archives qui se sont ouvertes. Et donc quand à la fin du 19e siècle, le mouvement sioniste décide de se créer, alors au départ c'est un mouvement tout à fait minoritaire, il faut le rappeler, parce qu'à l'époque il y avait quand même le Bund qui était beaucoup plus important et plus effectif au niveau des Juifs, mais c'est un mouvement en même temps qui a une vision entre guillemets futuriste. Il s'inscrit tout à fait dans la vision des mouvements européens nationalistes et coloniaux de l'époque, c'est-à-dire l'idée de se rassembler autour d'un projet national, mais aussi avec une dominante coloniale. C'est ce qu'on voit apparaître notamment en France et en Angleterre. Et en fait, le mouvement sioniste est tout à fait lié à cette idée-là. Donc au départ, ils n'ont pas comme projet la Palestine. Ce qu'ils veulent, c'est proposer un terrain qui permette à la population juive de se regrouper. Donc il va y avoir plusieurs projets qui vont être proposés. Il y a l'Argentine, il y a l'Ouganda. Alors en Argentine, par exemple, il y a eu des études faites par le mouvement sioniste. Ils vont sur place, ils font des études économiques, ils font aussi des études agricoles pour savoir quelle est la faisabilité. Ils se rendent compte que l'Argentine est tout à fait jouable. Il y a également l'Ouganda. Et en même temps, le problème, c'est qu'ils se rendent compte que leur mouvement ne prend pas d'essor du tout au départ. Donc il faut réorienter, et même si le mouvement sioniste est un mouvement laïque, en réalité, il y a quelques membres qui sont eux-mêmes plus religieux, qui émettent la possibilité d'utiliser le texte religieux comme base fédératrice en fait, de cette population. Parce qu'à cette époque-là, finalement, les Juifs se sentent d'abord celui qui est en Allemagne, les Juifs allemands, celui qui est en Pologne, les Juifs polonais. Et donc, c'est d'abord leur nationalité qui prime plutôt que leur religion. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il y a des textes qu'on retrouve dans les archives de sionistes notamment, où les sionistes se rendent compte qu'il y a un gros problème en plus, c'est que c'est une période où le judaïsme est plutôt même un peu en perte de vitesse, c'est-à-dire que les Juifs ne sont plus si pratiquants que ça. Ils évoquent le fait que finalement il y en a beaucoup qui travaillent le jour du Shabbat, ils se mélangent au niveau des mariages, il y a des mariages mixtes, donc on n'est vraiment pas dans une période où il y a un judaïsme pur et dur et qui rassemblerait tout le monde. Donc c'est là qu'ils proposent la Palestine, et la Palestine leur permet également d'avoir un soutien très important, celui de l'Angleterre, puisque nous sommes à la période où nous sommes à l'Empire ottoman, qui est en pleine déliquescence. Donc le partage est vraiment à l'ordre des questions, et dans ce temps-là, le mouvement sioniste va intervenir pour demander la possibilité d'installer son projet en Palestine. Et c'est comme ça qu'il s'élabore. Mais en même temps, ce n'est pas pour ça non plus qu'il va fonctionner au départ. Il va y avoir un autre élément important qui va permettre le développement. C'était le fait qu'en 1924, les Américains décident de fermer leurs frontières à l'immigration jusqu'en 1948, notamment parce que l'immigration qui arrive, c'est une immigration très à gauche, très rouge, et que les Juifs, en général, étaient tout à fait communistes et arrivaient donc avec des idées qui ne leur plaisaient pas trop. Donc il y a deux axes qui se mettent en place. D'abord l'installation de colonies au début, donc des kibbutz, on va dire, qui arrivent en Palestine avec des financements notamment par la famille Rothschild, et il y a d'autres grands projets, Rutenberg, qui veulent s'installer sur place, mais au départ ce sont des projets qui ne sont pas très importants. Et puis le deuxième axe, c'est un travail de ce qu'on appellerait aujourd'hui de lobbying, puisqu'on commence déjà à le voir apparaître. Les sionistes vont parcourir l'Europe et le monde entier pour s'acquérir en fait les soutiens, et puis aussi pour entraîner les Juifs à poursuivre ce projet-là auprès d'eux. Quand en 1917, Lord Balfour déclare la possibilité pour les Juifs de créer un home national juif en Palestine, en réalité lui-même n'est pas un pro-sioniste, il est même plutôt antisémite, mais il adhère au projet parce qu'on est aussi dans l'état d'esprit que finalement si les Juifs partent, c'est aussi les Juifs en moins, donc ça correspond à l'idée de se débarrasser des Juifs en Europe. Et donc il joue le jeu, et en réalité lui ne sera que le porte-parole, puisque le texte a été écrit par les sionistes eux-mêmes, ils l'ont élaboré en amont, et donc il se fait le porte-parole au nom du gouvernement de Sa Majesté,
ce gouvernement a décidé avec les Français de se partager l'Empire ottoman. Donc c'est une grande zone d'influence qui se constitue. Et puis en même temps, on est dans une grande zone d'influence, non pas pour établir des frontières par rapport à des futurs États-nations qu'on voudrait voir apparaître, et ça c'est important à avoir à l'esprit, parce qu'en réalité, on pouvait penser que leur projet annoncé de dire on va donner l'autonomie à ces pays que l'on constitue, qui se détachent de cet empire ottoman, en réalité c'est aussi le partage d'un grand gâteau économique, puisqu'il y a beaucoup de biens qui les intéressent. Et donc les ressources qui existent sur place sont aussi dans le premier chef. On est sur un projet capitaliste, et ça c'est aussi quelque chose qu'il va avoir en tête, puisque en 1924, les sionistes ont envoyé un projet aux Britanniques et aux Français. Tout à l'heure, je crois que j'ai mis la carte sur les photos, et dans lequel ils réclament en fait non seulement la Palestine, ils réclament le Liban, ils réclament la Syrie, ils réclament la Transjordanie, ils réclament une partie de l'Arabie Saoudite et la moitié du Sinaï. Et donc derrière les revendications sionistes, à chaque fois que le pays est mentionné qu'il réclame, derrière il y a aussi, en disant au Liban il y a le fer et telle autre denrée, en Transjordanie il y a le phosphate, donc on a une conscience très aiguë à l'époque des ressources disponibles. Donc il y a toujours ces paramètres qui se suivent, donc la possibilité d'un développement économique et de prendre les ressources. Alors que font les Anglais et les Français face à ce développement? Alors les Britanniques bien sûr sont favorables. En même temps, les Français au départ sont tout à fait favorables à cette expansion sioniste, et petit à petit, ils se rendent compte que les sionistes vont acheter des terres, pas seulement en Palestine, en fait minoritairement en Palestine. Ils vont en acheter énormément au Liban, ils en achètent aussi en Syrie. Et puis les sionistes vont plus en avant et proposent déjà de faire un très gros projet de colonisation au nord de la Syrie, dans ce qu'on appelle le Sandjak d'Alexandrette. Alors c'est peut-être quelque chose qui vous parle, parce qu'avec ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, on l'a réévoqué. Donc au moment du partage et du découpage de l'Empire ottoman, il y avait une zone nord de la Syrie que la France a décidé d'autonomiser, puisque la Turquie en fait voulait récupérer cette zone-là, malgré le fait qu'elle n'était pas majorité turque. Et donc il y a des tractations avec les Français, et notamment au début des années 30, pour que cette zone, cette région, soit rattachée à la Turquie. Et donc les sionistes, eux, élaborent, et en particulier c'était les sionistes français, ils élaborent un projet très poussé. Ils proposent que 10 000 juifs polonais viennent. Ils ont fait une étude complète de terrain pour savoir comment s'installer, développer une énorme économie qui serait en fait un modèle du genre, et installer une très grande base là qui leur permettrait après de rayonner sur l'ensemble de la région, et puis bien sûr après de compléter avec la Palestine et le Liban. Donc on voit que le projet il est beaucoup plus grand que la simple région palestinienne. Mais les Palestiniens, dès le début, se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils savent aussi qu'ils ne sont pas écoutés. Les premières lettres que l'on a, c'est la fin du 19e siècle, où vous avez les grandes familles palestiniennes qui interviennent auprès du pouvoir ottoman, du sultan, en disant « nous avons entendu parler de ce projet ». On a même la lettre de Herzl qui répond à la famille Helgi de Jérusalem, et qui rassure le sultan en disant il s'agit d'un projet de coopération, de collaboration. Nous ne voulons pas supplanter la population, mais nous venons apporter de la modernité et de l'économie. Je vous dis toujours cette dynamique économique derrière, et de la modernité, bien sûr, puisque le maître mot de la colonisation, c'est l'idée de civiliser, de moderniser ces contrées considérées comme barbares. Alors ils ont un peu la partie facile, puisque les Français et les Anglais qui arrivent sur place détermine aussi que finalement tout ça ce sont des Arabes, et on ne fait pas trop de différence. C'est d'ailleurs beaucoup plus simple de ne pas en faire, parce que ça permet d'asseoir les projets coloniaux. Et donc les sionistes vont se saisir justement des techniques et des dynamiques coloniales pour pouvoir avancer, et notamment ne pas faire entendre les différentes voix qui s'élèvent, et notamment les voix palestiniennes qui vont participer aux différents congrès, congrès de la paix, et qui vont intervenir dans les chancelleries. Mais malheureusement, ils ne sont jamais entendus. Pourtant, oralement, les Anglais ont promis aux Palestiniens leur indépendance, de la même manière qu'ils promettent aux Libanais une indépendance future, ils promettent aux Syriens aussi une indépendance future. Mais le seul mandat sur lequel il va y avoir une véritable différence, c'est le mandat sur la Palestine,
puisque au contraire des autres mandats où il est vraiment bien explicite qu'il y aura une indépendance pour la population locale, le mandat sur la Palestine ne fait référence qu'au projet de la déclaration de Balfour. Bien sûr, il est dit qu'il ne faudra pas faire, que ce ne soit pas contraire au bien de la population locale, mais en réalité, c'est la déclaration de Balfour qui prime et on ne parle pas du désir, en tout cas, de la population locale. Alors, comment ça se passe sur le terrain? En réalité, donc, les sionistes s'installent en disant qu'ils veulent coopérer, mais en fait, tout ce qu'ils construisent, tout ce qu'ils élaborent, c'est toujours à exclusive par rapport à une population juive. Les entreprises qui sont créées, ou bien les magasins qui sont rachetés, les employés sont systématiquement des juifs et on n'emploie pas de chrétiens ni de musulmans. Donc les Palestiniens se rendent bien compte qu'il y a une différence entre le discours et la réalité. Donc très tôt, les Palestiniens s'organisent, ils organisent des manifestations très importantes. D'ailleurs, on a dans les archives des nombres importants qui sortent, parfois 1000 personnes, parfois 2000. Donc on voit qu'il y a une grande effervescence. Ils organisent aussi ce qui va être les prémices en fait, des futurs partis politiques palestiniens, ce qu'on va appeler le comité islamo-chrétien qui se crée en 1918. Alors ce comité est très intéressant parce qu'il s'élabore dans toutes les villes palestiniennes. Il permet de porter la voix de la population locale et puis aussi d'écrire à toutes les chancelleries de manière à les alerter sur ce qu'ils constatent sur le terrain. En 1925, Lord Balfour vient pour la première fois en Palestine. Il n'a jamais été là-bas avant d'avoir fait sa déclaration. Il ne rencontrera jamais d'ailleurs de Palestiniens. Donc on voit bien qu'il y a deux différentes sphères qui se font. Donc celle du mouvement sioniste avec la mise en place petit à petit des structures qui vont leur permettre finalement d'installer leur projet. Et puis d'un autre côté, les négociations entre le mandat, donc les Britanniques et les Palestiniens, mais qui, eux, veulent contenter les Palestiniens juste à la gestion, on va dire, de leur pays, tout en leur promettant, bien sûr, toujours cette autonomie, mais que de manière orale. En 1924, les sionistes font venir d'ailleurs un très grand professeur, Elwood Mead, qui vient des États-Unis. C'est un spécialiste de toutes les questions hydrauliques, hydrologiques, aussi toutes les questions d'agriculture. Il fait une analyse complète de la situation en Palestine, il répertorie toutes les sources d'agriculture, il répertorie surtout, et c'est ce qui est très important jusqu'à aujourd'hui, les nappes phréatiques, les cours d'eau, et aussi quels vont être les besoins d'une population développée sur place. Et ce projet qui est aujourd'hui ouvert dans les archives va servir en fait plus tard de ligne pour la construction du futur État d'Israël, comme on va le voir. Ils mettent en place aussi petit à petit, notamment dans les années 30, va y avoir la création de milices. Alors il y a la première qui est la Haganah qui est constituée en 1920, qui a pour rôle au départ de protéger les colonies qui s'installent au fur et à mesure. Mais après, il va y en avoir deux autres qui vont être beaucoup plus virulentes, le Stern et l'Irgun, qui vont avoir comme fonction pas seulement de protéger les colonies, mais aussi d'avoir une politique future plutôt agressive, parce qu'au fur et à mesure des années 30, ils se rendent compte que les Anglais ne vont pas forcément toujours les soutenir, d'une part, et d'autre part, la population palestinienne réagit très fortement. Et elle refuse aussi de vendre les terres. Et ça fait partie des premiers constats qu'ils font, c'est qu'autant au Liban, ils arrivent à acheter énormément de terres. Ça, c'est un dossier que j'ai découvert récemment et sur lequel je vais sortir prochainement un travail, puisque je n'avais pas imaginé à quel point au Liban, il y avait eu des achats par les sionistes, achats facilités par le fait que finalement, quel que soit le bord politique au Liban, toutes les grandes familles en fait ont financé notamment leurs élections comme ça. Donc que ce soit les chiites au sud qui ont aussi beaucoup vendu, la famille Al-Assad qui a énormément vendu, mais aussi les chrétiens, les maronites. Vous avez vraiment toutes les sphères politiques qui ont beaucoup, la famille Riyad El-Solh a travaillé dès le début avec le mouvement sioniste. Donc on voit aussi quelles sont les problématiques de chaque pays. Finalement, le projet sur le Sancak d'Alexandrette est refusé par les Français, parce qu'à un moment donné, la Turquie dit aux Français, écoutez, si vous cédez le Sancak aux sionistes, nous on ne rentre pas en guerre de votre côté. Et donc se pose cette question-là au moment de l'entrée en guerre dans la Deuxième Guerre mondiale.
Et les Français font machine arrière par rapport à ce projet-là. Et c'est comme ça qu'il sera rétrocédé à la Turquie. Quant au Liban, la France essaye de limiter la vente. Elle se rend compte que si elle laisse trop faire, c'est elle-même qui sera lésée et que son pouvoir, notamment vis-à-vis des Maronites, sera amoindri. Et finalement, elle va émettre des règles, des lois pour empêcher la vente à des étrangers. Mais les sionistes vont utiliser notamment des Libanais, des avocats, comme un petit peu porte-achat, entre guillemets, et ils vont continuer leurs achats jusque dans les années 40, jusqu'à la fin des années 40. En ce qui concerne la Palestine, donc, comme je vous ai dit, les Palestiniens s'inquiètent, ils interviennent, donc ils font des manifestations, ils écrivent. Les femmes aussi s'organisent, et ça je tiens à le souligner parce que c'est mon côté féministe un petit peu, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que les femmes très tôt s'organisent aussi sur deux volets, à la fois le volet nationaliste, puisqu'elles réclament la même chose que les hommes, à savoir une Palestine indépendante, mais également sur les droits des femmes eux-mêmes, et ça c'est intéressant parce que la Palestine a été assez avant-garde sur cette question, en tout cas les femmes en Palestine, rejointes très rapidement d'ailleurs après par les femmes au Liban et en Syrie. Donc ils font des manifestations, ils écrivent et puis ils lancent aussi un sujet qui est revenu à la mode aujourd'hui, c'est la question du boycott. On pense souvent que le boycott est assez récent. En fait, les premiers appels au boycott datent de 1919-1920, quand les Palestiniens se rendent compte que des entreprises n'emploient plus que des juifs et licencient les non-juifs. Donc voilà, il y a plusieurs appels au boycott. Ils appellent à boycotter les entreprises qui font ce genre de démarche. En même temps, on est à une période extrêmement tendue, que ce soit en Europe, mais donc avec des ressentis forcément au Moyen-Orient. Donc en 1936, à la fin de 1935, les Palestiniens vont se soulever dans une énorme révolte. Alors c'est intéressant parce que ça correspond aussi à un moment donné où en Europe c'est un peu l'effervescence. Et quand on regarde d'ailleurs les documents, on voit que c'est une effervescence à la fois nationale par rapport à leurs revendications politiques, mais c'est aussi une effervescence par rapport au monde du travail, aux syndicats, aux conditions de travail des travailleurs, des ouvriers dans les entreprises, dans les usines. Donc on a les deux qui se chevauchent, comme on voit par rapport aux femmes, donc toujours les deux aspects. Donc la révolte est accompagnée d'une grande grève générale qu'ils appellent pour vraiment faire connaître leur désapprobation. Donc avec à la tête l'organisation, donc le comité islamo-chrétien, et puis qui lui-même est en train de se créer en différents partis politiques qui vont apparaître. Donc vous avez plusieurs partis politiques qui naissent à ce moment-là, qui en réalité est la construction par les personnalités qui ont participé à ce fameux comité islamo-chrétien. C'est une période très difficile puisque les Anglais sont eux-mêmes occupés en Europe, ils ont moins de moyens, ils sont obligés d'avoir leurs forces ailleurs. En même temps, économiquement, c'est une période très dure pour l'ensemble du monde, mais en particulier au Moyen-Orient, c'est une période où il y a des famines, il y a des pénuries. Donc économiquement, c'est une période très difficile. Et les Anglais, donc, ne veulent pas se permettre de perdre du temps et vont mater de manière extrêmement violente cette révolte palestinienne, qui devient une révolte arabe parce qu'il y a l'écho dans les autres pays arabes qui se soulèvent aussi de manière moins forte, mais ils se soulèvent aussi, que ce soit au Maghreb ou dans le reste du Machrek, pour soutenir cette révolte et cette demande palestinienne. Donc pendant de 1936 à 1939, les Palestiniens sont matés, la grève aura duré 6 mois, mais en réalité la répression dure pendant 3 ans. L'élite politique est envoyée en exil, et puis les Palestiniens sont complètement désarmés, non pas qu'ils étaient particulièrement très armés, mais le peu d'armes qu'ils avaient et le peu de moyens de résistance militaire est complètement retiré. Beaucoup sont emmenés en prison par les Anglais, également il y en a plusieurs qui sont condamnés à mort. Et en même temps, les Britanniques sur place, il y a aussi quand même des divergences, parce que vous savez, comme toujours, il y a des analyses qui sont faites à Londres, comme il y a des analyses faites au Quai d'Orsay à Paris, et puis vous avez les ambassadeurs ou les consuls sur place qui ont une autre vue. Et parmi les Anglais qui sont sur place, il y en a quand même beaucoup qui disent qu'il y a une véritable injustice qui est faite aux Palestiniens. Nous devons donc agir différemment, ce n'est pas possible, même s'ils ont réprimé, il y a en même temps la volonté de dire que nous devons proposer peut-être autre chose.
Donc en 1937, il y a une commission anglaise qui vient, la commission Peel. C'est une commission qui est censée venir trouver une solution à la situation qui s'est aggravée et en plus au moment de la Deuxième Guerre mondiale, la tension est extrême. En fait, ils vont appliquer, ils vont proposer plutôt le projet que vont alors soumettre les sionistes, c'est-à-dire l'idée que dans un premier temps, on propose le partage de la Palestine. C'est de là que vient l'idée de partager la Palestine. Donc les sionistes, pour eux, c'est un premier pas avant de prendre l'ensemble. Ils ont compris qu'ils n'obtiendraient pas le Liban tout de suite, qu'ils n'obtiendraient pas la Syrie non plus tout de suite. Donc il faut qu'ils passent par étapes et donc ils proposent ce partage. Bien sûr, les Palestiniens refusent. Et bon, les sionistes aussi font mine de refuser. En réalité, ils se disent prêts à accepter cette proposition. Puis les Anglais se rendent bien compte que ce n'est quand même pas tout à fait satisfaisant. Et donc, ils émettent le livre blanc de 1939, qui est en réalité un revirement, en quelque sorte, puisqu'ils décident de réguler l'immigration juive en Palestine, de la restreindre et également de bloquer la date de leur départ à 1949 et donc de dire que finalement il va falloir trouver un moyen de faire vivre les deux communautés ensemble, donc soit sous le style d'un État fédéral ou d'une gestion en tout cas commune de l'État futur. Pour les sionistes, c'est là absolument plus du tout envisageable. Entre-temps, ils sont en train de négocier avec les Alliés leur participation à la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont donc en train de négocier en échange de leur participation un financement, également une formation militaire et également un armement. Et pour eux, il n'est pas du tout acceptable que l'immigration cesse. Et c'est là qu'à la fin des années 30, on voit commencer à apparaître ce qu'on appelait les attentats terroristes juifs, puisque plusieurs bâtiments anglais vont sauter en Palestine, plusieurs personnalités britanniques sont tuées. Et donc, on commence à voir l'offensive, en fait, du projet sioniste qui se dit, de toute façon, on n'aura pas le soutien complet des Britanniques, il va falloir qu'on se batte également sur ce terrain. Mais ils sont déjà bien organisés, donc 3 milices armées qui sont sur place. Il y a également l'ancêtre du Mossad, le Chasse, qui est créé donc, au milieu des années 30. Et c'est aussi la période où ils vont créer un laboratoire bactériologique. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à savoir, puisque vers 1935-1936, ils commencent à constituer ce laboratoire en se disant qu'ils vont utiliser cela pour l'avenir. Et de fait, à partir de 1940, Ben Gourion va recruter 3 scientifiques européens dans le domaine justement de la chimie, et pour élaborer non seulement des armes chimiques, et donc ils vont faire par exemple la typhoïde qu'ils utiliseront après, qu'ils mettront dans les puits, et un de ces 3-là va être aussi l'ancêtre du projet nucléaire israélien. Donc on voit vraiment, il y a une construction, c'est schématique, et en même temps, au fur et à mesure qu'ils se renforcent, qu'ils obtiennent des appuis, leur système pré-étatique en fait se met en place. Se met en place alors même que la Palestine est déjà, fonctionne déjà comme un État, c'est-à-dire que vous avez le train qui circule, vous avez des gares, vous avez des aéroports, les villes sont déjà constituées, ce ne sont pas les sionistes qui les ont constituées, mais ils constituent donc une sorte d'État dans l'État. Donc quand on arrive au début des années 40 avec les attentats, la situation des Anglais qui se détériore, la Deuxième Guerre mondiale ne va pas arranger les choses puisqu'au point de vue économique, ils vont devenir extrêmement affaiblis. Et puis finalement en 1945, 44, 45, ils décident qu'ils vont devoir rendre le mandat plus tôt que prévu. Ils refont appel donc à une commission pour voir quelles vont être les possibilités. Est-ce que l'on fait le partage qu'on a proposé en 1937? Est-ce qu'on fait une fédération? Et donc à nouveau il y a une série de tournées diplomatiques, étonnantes parce que cette tournée diplomatique va également interroger les Juifs en Europe, alors même qu'ils ne sont pas considérés comme un État. Et finalement, au bout d'un certain nombre de va-et-vient, la majorité, difficilement acquise, mais la majorité arrive en disant « nous devons partager la Palestine ». Et donc c'est à partir de là que va s'élaborer le projet. L'ONU vient d'être créée en 1945, et le premier dossier que l'ONU doit ouvrir, c'est le dossier de la Palestine. Et donc, le projet est élaboré dans ce sens-là. Finalement, les Palestiniens n'ont plus les moyens. Ils ont été, comme je vous l'ai dit, désarmés. Ils ont été envoyés en exil.
Ils ont aussi également, ils se sont désunis dans le sens où il y a eu un jeu très fin des Anglais pour les diviser pour régner, qui a fonctionné comme dans d'autres endroits, donc entre les deux grandes familles palestiniennes. Et donc on se retrouve en 1947, à la veille du vote du plan de partage à l'ONU, avec une situation où on doit décider du sort de cette Palestine qu'on va découper, et en plus qu'on va découper de manière extrêmement étrange, parce que comme vous le voyez, et que vous allez le voir sur les cartes, on ne le découpe pas en deux de manière cohérente, on découpe par rapport à un certain nombre de régions. En fait, les sionistes ont demandé à obtenir les régions agricoles les plus importantes, et donc c'est un découpage en fonction des intérêts, comme on revient toujours, économiques et agricoles. 1947, le vote n'aurait pas été acquis si on n'avait pas ajourné de quelques heures le vote du plan de partage, puisqu'effectivement, c'était a priori négatif quand ça ressortait. Donc les Américains demandent l'ajournement. Pendant ces quelques heures, ils vont influencer le vote, notamment des petits pays, en leur disant, écoutez, on ne va pas vous aider, ou on n'implantera pas d'usine chez vous si vous ne votez pas favorablement. Le vote est acquis. En réalité, dès le lendemain de vote, l'ONU considère que c'était une grave erreur et il faut revoir le dossier. La période de 1947, de fin 1947 jusqu'à 1953, c'est la date que je donne. Pourquoi? C'est la période qui va être utilisée par le mouvement sioniste pour évacuer la population. Le transfert qui a été pensé donc au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, au début du XXe, c'est vraiment, il faut se débarrasser de la population. Donc on n'est pas dans une logique par rapport à la guerre. La guerre s'inscrit à l'intérieur de cette période, en mai 1948, mais en réalité, les forces sionistes sont beaucoup plus fortes que l'ensemble des pays arabes qui eux-mêmes sont à peine indépendants, n'ont pas d'armée importante, n'ont pas la formation ni l'armement que les sionistes ont eu, et donc l'État d'Israël est bien évidemment plus costaud pour faire face, et va bénéficier aussi du fait que notamment la Jordanie donne son aval en quelque sorte à ce partage, puisque lui-même est intéressé par récupérer la partie arabe de la Palestine. La population se retrouve donc déjà sur les plus de 800 000 Palestiniens qui sont expulsés à la date de mai 1948. Les 3/4 ont été expulsés alors même que les Britanniques sont encore là pour les protéger. Donc on voit bien que les Britanniques n'ont pas joué leur rôle, et bien au contraire, on voit aujourd'hui dans les archives que les Britanniques ont aidé à l'expulsion. Ça a été le cas par exemple à Haïfa, où c'est eux-mêmes qui les ont mis sur les bateaux, qu'ils ont mis les familles pour les expulser vers le Liban et la Syrie. Et aussi, on sait aujourd'hui qu'il y a des généraux américains qui ont participé également aux côtés des sionistes. La première guerre israélo-arabe va permettre en fait une extension de territoire. Et là, on est toujours sur ce projet très cohérent qu'on va voir se construire après, puisque 1948 va permettre, au moment de la signature de l'accord d'armistice en 1949, à l'État d'Israël d'augmenter à 78% sa surface sur la Palestine historique. Et ça, c'est un acquis, bien évidemment, sur lequel ils ne veulent pas revenir, puisque après, on va parler de la ligne verte comme la référence, en fait, pour les futurs pourparlers. En réalité, d'un point de vue juridique, la seule référence valable, ça reste le plan de partage de 1947. Mais donc, voilà, on avance comme ça. Et puis 1948, un autre événement important, avant que je passe après à la suite pour avoir un peu le temps pour aborder la période plus contemporaine. En 1948, au lendemain de la première guerre israélo-arabe, les Nations Unies vont envoyer un émissaire, le comte Bernadotte. Quand il arrive là-bas, lui-même, il a sauvé beaucoup de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était à la tête de la Croix-Rouge, et il pense venir sauver à nouveau des Juifs. Et quand il arrive, il se rend compte que ce n'est pas du tout ce dont on lui a parlé. Il n'avait jamais rencontré d'Arabes auparavant. Mais très rapidement, il voit la situation des réfugiés. Et donc, il élabore un programme, un projet, un rapport qu'il écrit avec l'aval des Américains et des Anglais. Et ce rapport stipule qu'à un moment donné, il faut le droit au retour des réfugiés. Ça, c'est extrêmement important. Il cite, je crois, 13 fois le mot réfugié dans son rapport. Et qu'également, il faut revoir aussi le plan de partage et la question de Jérusalem. Donc, il cite un certain nombre de points. Il va être assassiné le lendemain, en septembre 1948, le lendemain de la remise de son rapport à l'ONU. Mais son rapport va servir de base à l'élaboration d'une résolution qui est fondamentale jusqu'à aujourd'hui. C'est la résolution 194.3
qui est votée le 11 décembre 1948. Alors pourquoi elle est fondamentale? Elle est votée la veille de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et quelque part elle s'en inspire énormément, puisque vous avez, au-delà des questions spécifiques palestiniennes, vous avez la question du droit au retour, vous avez la question de la compensation, puisqu'il est dit que les Palestiniens ont droit à des compensations pour les dommages et les pertes qu'ils ont subies. Vous avez la question de Jérusalem, donc qui est aussi considérée normalement comme une entité internationale et qui devait être gérée comme telle. Et donc, vraiment, on a les bases qu'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, cette résolution n'a pas été appliquée. Elle a été votée plus de 100 fois, donc c'est une des plus anciennes et une des plus votées par l'ONU. Donc, entre 1949 et 1953, les Israéliens continuent d'expulser. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas la guerre qui justifie le transfert, puisque la guerre est censée être terminée avec les signatures des accords d'armistice. Qu'est-ce qui fait qu'en 1953, ils vont arrêter d'expulser de manière importante, non pas, ils ont toujours continué un petit peu, mais de manière massive comme ça? C'est qu'en 1953, vous avez le développement de la photo de presse. En fait, c'est le grand boom de la photo de presse, et au moment du massacre de Kiblia, il y a plein de photos qui apparaissent, notamment, bon, c'est pas encore Internet, mais dans les journaux européens. Et à l'ONU, il y a plusieurs photos qui arrivent. Et là, les Occidentaux tapent de la table et disent aux Israéliens, écoutez, il faut arrêter. Et en plus, c'est contre-productif parce que les gens commencent à se poser des questions parce qu'il y avait des photos extrêmement crues du massacre avec des corps, etc. Donc, en fait, c'est vraiment ça qui va empêcher. Et donc, on va considérer que c'est la première grande phase de transfert de cette population. De 1953 à 1967, qui va être la deuxième guerre israélo-arabe, il va y avoir un enjeu important, c'est l'enjeu de l'eau. Comme vous savez, je vous l'ai dit dès le début, Mid leur dit il faut faire attention à l'eau. Donc il y a tout un tas de combats qui se font entre la Jordanie et Israël, entre la Syrie et Israël, sur les questions frontalières de l'eau. Et c'est consécutivement à ces désaccords et aussi parce qu'il y a des combats réels, que Israël décide d'attaquer en juin 1967. Et donc c'est ce qui se passe. En juin 1967, en l'espace de quelques heures, Israël multiplie par 4 son territoire et donc obtient la partie arabe de la Palestine avec Jérusalem-Est, le Golan. Donc ils n'arrivent pas à avoir toute la Syrie, mais ils ont le Golan parce que c'est la source en eau. Ils obtiennent le Sinaï, ça faisait partie aussi du projet initial, donc vous voyez qu'il y a une extension importante. Pendant ce temps-là, les Palestiniens aussi se sont organisés. Ils ne sont pas entendus à l'ONU. Paradoxalement, on ne les entend pas à l'ONU, malgré le fait qu'ils essayent. Alors, ils ne sont pas autorisés à venir en tant que tels. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser les autres pays arabes pour nommer des ambassadeurs. Donc, il y a plusieurs ambassadeurs, notamment de la Syrie, l'Arabie Saoudite. En fait, c'est un Palestinien qui représente ce pays-là, et en même temps, ça leur permet d'accéder à la tribune et de parler au nom des réfugiés palestiniens. Mais ça n'est pas suffisant. Et après la guerre de 67, malgré la résolution 242, qui est aussi une résolution qui reste non appliquée, puisque c'est revendiqué mais pas appliqué par les Israéliens, ils se rendent compte que finalement, on est toujours en absence d'écoute par rapport à leurs revendications réelles et en absence d'application des résolutions onusiennes. En 1969, il y a le premier détournement d'avion. C'est Leila Khaled, une femme qui le fait, qui est aujourd'hui une grand-mère au Liban. Et pourquoi est-ce qu'elle le fait? Parce qu'en fait, ils sont acculés quelque part. L'OLP a été créée 4 ans plus tôt, comme une entité politique. Donc il y a le renforcement des partis politiques qui existaient dans les années 30, mais en même temps, il y a une absence de capacité à les entendre, une absence de fait d'être représentés quelque part au niveau officiel. Et l'ensemble de ces détournements d'avions qui vont avoir lieu, et ça, je travaille actuellement là-dessus, montre que finalement, c'est parce qu'il y a eu cet électrochoc du détournement d'avions que l'opinion mondiale se réveille et se rend compte qu'il y a cette population de réfugiés. C'est la plus grande population de réfugiés dans le monde et que le statut n'a toujours pas été réglé. Ils sont toujours dépendants d'ailleurs des nations, parce que l'UNRWA qui a été constituée en 1950 pour pallier
à leurs besoins est toujours effectif et payé par les Occidentaux notamment. Et donc voilà, il faut trouver une solution. Et en 1974, on autorise Arafat à parler à la tribune des Nations Unies. Donc c'est un grand discours et c'est ce qui va permettre à l'OLP d'obtenir un statut d'observateur à l'ONU après et d'enclencher en fait une reconnaissance qui va prendre du temps, mais c'est le démarrage de cette reconnaissance palestinienne en tant que telle. La question du droit à l'autodétermination des Palestiniens va vraiment démarrer à partir de cette date-là. En même temps, de 1975 jusqu'à 1987, qui est la date de la première intifada, qu'est-ce qui se passe sur la situation sur le terrain? Les choses se sont plutôt aggravées. Pourquoi? Parce qu'en 1967, au moment où les Israéliens prennent tout ce territoire, c'est là qu'ils enclenchent ce qu'on va appeler la colonisation. Alors au départ, il y a eu un débat en Israël, mais qui n'a duré que quelques heures, en fait, entre les tenants d'une colonisation immédiate, et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les heures qui suivent la prise de Jérusalem. Ils vont raser le quartier des Maghrébins qu'on voit à Jérusalem devant le mur des Lamentations, donc ils expulsent la population. Et en fait, la question, est-ce qu'on enclenche et on continue, ou est-ce qu'on attend de voir avec quel projet nous allons avoir pour la suite? Et le débat est très vite coupé court, puisque les tenants de la colonisation arrivent à avoir le dessus, et donc on commence la colonisation sur l'ensemble des territoires, y compris d'ailleurs le Golan. Et c'est une manière, en fait, d'asseoir la présence sur le territoire et du fait accompli, puisque c'est toujours comme ça qu'ils ont fonctionné. 1975, c'est la guerre du Liban aussi, donc on voit la question de la géopolitique, puisque la guerre du Liban, elle est déclenchée par rapport à la présence aussi des Palestiniens au Liban, parce qu'ils sont des éléments déstabilisants dans les autres pays, parce que malgré ce qu'ont pensé les Occidentaux, les Palestiniens ne sont pas devenus des Libanais ou des Syriens, parce qu'ils n'étaient pas juste des Arabes, et c'est là où on retrouvait les limites de l'analyse au départ, de dire que c'était que des Arabes. En réalité, leur spécificité est demeurée, elle s'est même renforcée dans les camps de réfugiés palestiniens. Et donc, c'est un élément déstabilisateur. Et on voit dans les archives, c'est intéressant, de ces années-là, les années 75 au début des années 80, jusqu'à 82, au moment de Sabra et Shatila, les Occidentaux sont pris dans leurs contradictions. Les Français se disent il faut réussir à négocier avec Arafat, il faut trouver une solution. On voit bien que ça ne peut pas durer, qu'à un moment donné, il faut que les réfugiés retournent. Mais en même temps, vous avez les Américains qui font pression, qui jouent double jeu. Et ce qui va permettre d'ailleurs, Sabra et Shatila, c'est qu'ils vont laisser faire finalement les Israéliens, alors que Arafat les avait prévenus qu'il allait se passer quelque chose. Et donc on voit le jeu qu'on voit apparaître jusqu'à maintenant entre les tenants d'un certain réalisme et les autres qui sont les tenants en fait du suivisme politique, idéologique par rapport au projet israélien. Quand éclate la première intifada en 1987, donc ça fait 20 ans que la colonisation est en marche en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, à Gaza et dans le Golan. 20 ans que la situation économique des Palestiniens est catastrophique. Alors on revient toujours à cette question de l'économie, parce qu'ils payent des impôts à l'État d'Israël, qui ne fait rien sur le territoire, alors que selon les conventions de Genève, ils sont censés s'occuper et de la population et du territoire. Et qu'en même temps, au niveau politique, mis à part le fait que l'OLP a commencé des négociations, en tout cas au niveau diplomatique, ça n'a pas bougé. Et donc la situation devient extrêmement intenable, et donc la population explose. Elle explose à la fois contre l'occupation israélienne, mais elle explose aussi contre l'immobilisme des pays arabes. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, la Jordanie, qui jusque-là se disait toujours intéressée pour s'accaparer la Cisjordanie et Jérusalem-Est notamment, décide de laisser libre cours à l'autodétermination des Palestiniens et de laisser l'OLP comme seul représentant du peuple palestinien. Donc vous voyez, ça ne fait pas très longtemps que finalement, ils ont à la fois la reconnaissance politique et aussi les mains libres, entre guillemets, pour négocier le sort de leur territoire eux-mêmes. La première intifada est très intéressante parce que c'est la première fois qu'on commence à parler des Palestiniens en tant que tels. Jusque-là, l'histoire dit toujours les Arabes, et puis les Palestiniens qui étaient en exil étaient obligés de se dire soit jordaniens, soit libanais, parce qu'on ne considérait pas que les Palestiniens étaient audibles
ou alors, s'ils l'étaient, c'était des terroristes. Donc, c'est vraiment une période charnière, 1987, et puis aussi parce que on voit vraiment l'image de cette population qui est désarmée, puisque c'est la guerre des pierres. On se rend compte que c'est une population qui a des enfants. Il y a vraiment un tournant psychologique à ce moment-là. Tournant psychologique qui va permettre aux Palestiniens de rebondir et de s'engouffrer dans toutes les négociations possibles. Et c'est ce qui fait qu'un an plus tard, en 1988, l'OLP décide de reconnaître l'État d'Israël et demander à avoir la souveraineté sur les 22% restants. Donc on passe d'un état de rejet avec des négociations qui ne fonctionnaient pas à un état de reconnaissance en disant maintenant, dont acte, Israël existe sur les 78%, mais nous demandons à récupérer nos 22% avec une souveraineté totale sur ce territoire. En réalité, je ne suis pas sûre que les choses auraient vraiment bougé après cela, parce que ça n'a pas fait frémir plus que ça les États occidentaux. D'autant qu'en 1982, il y avait une proposition de l'Arabie Saoudite qui était de la terre contre la paix, qui était du même acabit, c'est-à-dire une reconnaissance de l'État d'Israël en échange de la terre. Et les Israéliens, vous avez vu Sabra et Shatila, n'avaient répondu que par le mépris à cette proposition. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a un autre élément qui sort aussi, qui est une résultante du découpage de l'Empire ottoman. Vous avez l'occupation par l'Irak du Koweït, l'invasion par l'Irak du Koweït. Et là, ça change la donne. Parce que là, d'un coup, tout le monde se bouge, les Occidentaux arrivent, et puis les Américains en tête, et ils disent « Ah non, mais ça ne peut pas être comme ça, on ne peut pas occuper un pays ». Sauf que les États arabes, les Palestiniens en tête, disent « Mais bon, et de la Palestine, quid, quoi. Pourquoi est-ce qu'on réglerait ce problème-là et pas le problème de la Palestine ?» Donc les Américains sont obligés de céder un tant soit peu, parce que l'Arabie Saoudite, quand même, dit « Nous ne participerons à la coalition qu'à condition qu'il y ait un effort de fait sur le dossier palestinien. » Et donc c'est ce qui se passe, puisqu'en 1991, vous avez la conférence de Madrid qui a lieu, et qui est censée, et qui est la première réunion officielle entre les Israéliens et l'OLP, même si les Israéliens refusent de s'asseoir à la même table. Bon, ça fait partie du théâtre diplomatique. Mais en même temps, c'est déjà un jeu de dupes. C'est-à-dire que les cartes sont faussées. Les Israéliens ont été obligés de venir à cette conférence, les Américains leur ont imposé, mais en fait, ils ont eux-mêmes, les Israéliens, imposé un agenda. C'est quoi cet agenda? Les Israéliens disent, ben voilà, d'abord on ne veut pas que ce soit l'ONU qui soit le médiateur. Donc l'ONU est organisatrice, mais elle n'est pas médiateur, elle a droit à un strapontin, ils sont dans la salle, mais ce n'est pas eux qui dirigent, ce sont les Américains. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, on ne fait aucune référence à la résolution 194. Il n'y aura aucune référence de fait à la résolution 194. Et la troisième condition, c'est que les Palestiniens soient systématiquement accompagnés des Jordaniens. Et ça, c'est aussi intéressant parce que, normalement, ils en étaient détachés et les Palestiniens devaient négocier pour eux-mêmes. Mais parce qu'en arrière-plan, et c'est ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, les Israéliens, en fait, voudraient que les Palestiniens soient toujours sous gestion, quelque part, de la Jordanie. Donc, voilà comment se démarre cette conférence de Madrid, qui va aboutir aux accords d'Oslo. Et comme vous voyez, les prémices étaient déjà phagocytées, donc les accords d'Oslo sont dès le départ mal partis. D'une part parce que Arafat, quand il signe les accords, il est persuadé que c'est une étape, c'est ce qu'on lui dit, que c'est une étape vers le règlement de la question des territoires. Donc qu'est-ce que c'est Oslo? Oslo, c'est le découpage en 3 zones de la Cisjordanie, avec une promesse de dire on va régler les questions ultérieurement sur la question des réfugiés, sur la question de Jérusalem, sur la question de l'eau, sur la question des frontières, alors même que les Américains et les Israéliens, quand ils signent le fameux accord, pour eux c'est une fin, c'est-à-dire que vous allez avoir un système de cantons, que vous allez administrer comme vous administrez un conseil général, local, avec des compétences locales, pas de ministère des Affaires étrangères, pas d'armée bien évidemment, et pas de contrôle des frontières parce qu'on souhaite que le contrôle des frontières, ce soit la Jordanie qui le fasse. Donc on voit qu'ils ont vraiment une logique et qu'ils amènent cette logique jusqu'au bout. Alors bien sûr, vous avez vu Oslo, ça a été le découpage du territoire, ça a été la mise en place de checkpoints, ça a été le renforcement de la colonisation,
Alors il y a eu l'épisode Rabin. Rabin, effectivement, qui est apparu à un moment donné comme celui qui allait pouvoir porter finalement le projet plus loin et peut-être faire accéder les Palestiniens à autre chose. Mais bon, il a été assassiné. Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui c'est toujours facile de dire s'il était resté en vie, on aurait eu. En tout cas, c'est vrai qu'il avait amorcé, mis en place une dynamique. Pardon. Il avait amorcé une dynamique pacifique, mais je ne suis pas sûre qu'il aurait été au bout d'un projet vraiment d'indépendance d'État palestinien. Excusez-moi. Pardon. Bon, je suis désolée. J'ai un chat dans la gorge. Et... Bon, je sais pas où vous Oui, si vous voulez. Non, non, ça va aller. Et donc, les accords d'Oslo se montrent très vite leurs limites. D'ailleurs, Edward Said l'avait très bien dit dès le départ, que finalement c'était un jeu de dupes et que les Palestiniens n'allaient rien avoir. Alors, Arafat, il a joué le jeu, c'est-à-dire qu'il s'est dit, on est dans la dynamique de la diplomatie, de la négociation, on va aller au bout. Et je pense que sincèrement, il croyait pouvoir obtenir plus. En réalité, on a vu que plus ça allait, moins il obtenait. Et que non seulement ça, c'est qu'à la fin, les Israéliens voulaient obtenir qu'il n'y ait même plus de revendication de la part des Palestiniens. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire admettre par les Palestiniens qu'ils ne deviendraient plus finalement les moyens d'une colonisation et d'une occupation prolongée. Avec l'élimination d'Arafat, c'est un peu ce qu'on voit sur le terrain aujourd'hui, puisque après la deuxième intifada, qui a été finalement aussi très bien orchestrée, puisque finalement c'est à partir d'une provocation dont les Israéliens savaient exactement quel allait être l'enjeu, à partir de cette deuxième intifada, on a justifié la création du mur, qui est un vieux projet, je rappelle, israélien, des siens. Je savais trop mes pastilles. Désolée. Il doit y avoir quelque chose dans l'air. Et donc, à partir du moment où ils vont éliminer Arafat, en tout cas déjà au moins le bloquer au départ, avec la deuxième intifada, ils arrivent à justifier la création du mur. Alors sous le prétexte de la sécurité, en réalité, on voit très bien que la sécurité n'est absolument pas donnée par le mur. Et d'ailleurs, si vous allez à Jérusalem, vous vous en rendez très bien compte, parce que entre une colonie comme French Hill, qui pour ceux qui connaissent à Jérusalem, et le camp de Shofat qui est en face, un sniper peut largement tirer, donc ce n'est pas ça qui sécurise. En fait, le mur est une stratégie, parce que si vous voyez la construction du mur, c'est comme un système de Lego, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils vont retirer après progressivement, mais c'est d'asseoir à la fois l'emprise territoriale, c'est-à-dire en même temps la manière de déloger et de recentrer dans les différents cantons les Palestiniens, de s'accaparer les ressources en eau qu'ils ont toujours donc, comme projet. Et donc petit à petit, leur projet de complet contrôle territorial se fait. Et aujourd'hui, on constate que l'autorité palestinienne joue ce rôle de gardien, on va dire, de cette colonisation, entre guillemets, hein, c'est difficile à dire, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils sont acculés, parce que sinon, systématiquement, on les menace en leur disant on va vous couper les vivres. Aujourd'hui, c'est un territoire qui est complètement sous perfusion des Occidentaux, puisque l'économie palestinienne n'a aucun moyen de se faire, puisque toutes les sorties et les entrées des denrées se font sous contrôle israélien, il n'y a pas d'aéroport, toutes les issues sont contrôlées par eux, l'eau est contrôlée par eux, donc vous voyez bien que sans cette perfusion économique, les Palestiniens ne peuvent pas vivre. Pour terminer par rapport à l'économie, parce que je reviens toujours là-dessus, on a pensé en 1949, quand il y a eu la première conférence, qui a été la conférence de Lausanne, que je n'ai pas évoquée parce que je n'ai pas eu trop le temps,
La première conférence qui a suivi la résolution 194.3, qui devait permettre de transformer les accords d'armistice en accords de paix et d'appliquer la résolution, a échoué parce que l'ONU et ses membres n'ont pas osé faire appliquer le politique et les résolutions à Israël. Et donc, à défaut de faire appliquer le politique, ils ont fait appliquer l'économique. C'est-à-dire qu'on a décidé de gérer la question des réfugiés d'un point de vue économique. On a créé l'UNRWA, avec un projet, c'est que les Palestiniens deviennent la main-d'œuvre des pays arabes, s'installent définitivement, que ça contribue au développement des pays arabes, ce que de fait est arrivé, mais sauf que les Palestiniens ne se sont pas intégrés dans la population complètement. Ensuite, vous avez eu Oslo, qui a été aussi un projet économique. Et enfin, en 2007, Annapolis. Et on voit très bien que systématiquement, on ne résout pas le politique et on propose des solutions économiques. Et là, je reviens, il y a 10 jours, j'étais en Palestine. Et c'est vraiment extrêmement clair que le seul agenda qu'on propose aujourd'hui, et le consul général de France, comme je le disais, qui vient d'arriver à Jérusalem, malheureusement, la seule chose sur laquelle on peut s'accrocher aujourd'hui, c'est la dernière directive européenne, puisque l'Europe est le premier partenaire économique de l'État d'Israël. Ça a été le fait que l'Europe décide de ne plus donner de subventions et d'aides pour les projets israéliens dans les territoires palestiniens. Et aujourd'hui, c'est le dernier rempart, en fait, il disait, puisque pour l'instant, aucun État européen, et encore moins les Américains, ne sont décidés à régler la question politique. Et il dit donc qu'il faut continuer à se battre sur ce terrain-là, et il faut donc qu'il y ait absolument, bien sûr, une intervention politique. Ce sera le seul moyen pour les Israéliens de changer de politique et de finalement accepter le droit international à la base. En même temps, deux petits mots sur l'État d'Israël lui-même. 20% de la population est d'origine palestinienne, ce qu'on appelle les Arabes israéliens. C'est le maximum que Ben Gurion avait établi au début des années 30 en disant que dans le futur État, il ne faudrait pas qu'il y ait plus de 20%. Et ce quota est maintenu. Donc il y a toutes les difficultés du monde pour les Palestiniens de faire du regroupement familial, etc. Ils n'ont pas de droit, ce sont des citoyens de seconde zone. Ils ont certes le droit de vote à la Knesset, mais en même temps, ils ne peuvent pas acheter de maison où ils veulent, ils ne peuvent pas acheter de terre. Les places à l'université leur sont réglementées, c'est-à-dire qu'il y a un quota. S'ils font un emprunt à la banque, ils n'ont pas le même taux d'intérêt que les Juifs, c'est une réalité. Et depuis la deuxième intifada, les règles et les lois se font de plus en plus restrictives, au point qu'aujourd'hui, la Nakba est interdite d'enseigner dans les écoles palestiniennes, enfin les écoles arabes d'Israël. Donc voilà un petit parcours historique. Je suis désolée, j'ai été un peu brève sur pas mal de choses, mais j'espère que je pourrai répondre à vos questions pour prolonger. Merci.